vous n'allez nulle part. Ce voyage est réservé à la vraie famille. Ma belle-fille a parlé doucement, mais avec une netteté capable de trancher le brouhaha de l'aéroport. Elle a pris un stylo, a barré mon nom sur la liste des passagers et a tendu le papier à l'agent comme si elle venait de se débarrasser d'un vieil objet encombrant. Mon fils se tenait juste là, les mains dans les poches, les yeux rivés sur le sol froid en carrelage. Pas un regard, pas un mot pour me défendre, juste le silence. C'est le genre de silence qui vous dit que vous ne faites plus partie de leur vie. J'ai agrippé la sangle de mon sac, sentant mon cœur trébucher sous l'annonce de l'embarquement imminent. J'ai ravalé mes larmes et déverrouillé mon téléphone. « Très bien », ai-je murmuré, mon doigt glissant sur l'écran. Dans 5 minutes, quand la voix du capitaine retentira, ils apprendront qui n'a vraiment pas sa place dans ce voyage. Si vous m'écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle étape de ce périple. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Je m'appelle Hélène Avry, j'ai 64 ans et je vis à Lyon. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai été une femme qui croyait que la gentillesse pouvait tout arranger. Les disputes familiales, les dîners froids, même le silence. J'ai passé des décennies à être la pacificatrice, celle qui donnait, expliquait, pardonnait. Mais l'âge a une étrange honnêteté. Il vous met à nu jusqu'à ce qu'il ne reste que ce que vous représentez vraiment. Et le jour où mes propres enfants m'ont effacé de leur voyage, je me suis enfin souvenu que je n'étais pas née pour être tolérée. J'étais née pour être entendue. Ce matin-là, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry était bondé. Une lumière blanche et froide tombait sur des rangées de sièges métalliques et se reflétait sur les larges baies vitrées où les avions manœuvraient. Je me tenais dans la foule, avec l'impression de flotter entre deux mondes. D'un côté, le bourdonnement des gens se préparant pour leurs vacances. De l'autre, l'espace vide en moi, silencieux et à vif. Solange, ma belle-fille, n'a même pas pris la peine de me regarder en s'adressant à l'agent du comptoir. Changement de nom de voyageur. Marie Collet, voici ses informations de passeport. Elle l'a dit d'un ton sec et confiant, sa voix froide comme le métal. J'ai regardé la carte d'embarquement dans ma main être retirée et remplacée par un nouveau billet estampillé d'un audacieux Marie Collet, une personne que je ne connaissais même pas. J'ai regardé Michel, mon fils unique. Il a 38 ans maintenant. Il a réussi. Conduit une Tesla argentée. Vit dans une maison à 2 étages dans la banlieue chic d'Écully. Mais à ce moment-là, il se tenait là comme un garçon perdu. Sauf qu'il ne me cherchait plus. « Michel », ai-je dit à peine plus fort qu'un murmure que lui seul pouvait entendre. « Tu sais que ce n'est pas juste. » Il m'a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard. « Maman, s'il te plaît, comprends-nous. Tu ne devrais pas voler si loin. Ce voyage va t'épuiser. Nous voulons juste que tu te reposes. » J'ai esquissé un mince sourire. « Je ne suis pas fatiguée, Michel. Je suis juste déçue. » Solange s'est raclé la gorge, ses lèvres d'un rouge sec comme un pétale fané. « Ne faisons pas de scène ici, maman. Les gens regardent. » Elle s'est penchée, a ajusté la sangle de son sac de créateur, puis a parlé d'un ton mielleux, assez tranchant pour piquer. « Tu peux rester à la maison et te reposer. Arroser les orchidées. Ce voyage n'est vraiment pas adapté à ton âge. Beaucoup d'activités, beaucoup de déplacements, tu sais. Pas adapté à mon âge. » J'ai eu l'impression qu'une paire de ciseaux coupait le dernier fil qui me liait à mon amour-propre. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des gens qui riaient encore, portaient des enfants, tiraient des valises, s'embrassaient pour se dire au revoir. Personne n'a remarqué une femme se faisant dépouiller de son droit d'exister par quelques mots légers
de sa propre famille. Je suis restée immobile, sentant l'air s'épaissir autour de moi. Pendant une seconde, j'ai juré entendre mon cœur se fissurer. Non pas parce que j'étais exclue du voyage, mais parce que l'enfant que j'avais élevé avait choisi de ne rien faire. L'indifférence est parfois plus cruelle qu'une insulte. J'ai pris une profonde inspiration. L'odeur de café torréfié d'un café voisin s'est glissée dans mes poumons. Cela m'a rappelé les matins où je me levais tôt pour préparer le café de Michel, quand il était un étudiant fauché, avant les cartes de crédit, avant une jolie femme ou une grande maison. Je me suis souvenue de notre petite cuisine, de ses mains chaudes sur mes épaules, quand il disait « Je t'emmènerai partout, maman ». Et maintenant, me voici au sommet, au seuil de ce partout, sans place pour moi. J'ai ravalé mes larmes. Non, je ne pleurerai pas ici. Pas devant Solange, pas devant Michel, pas sous le regard apitoyé de qui que ce soit. Je me suis discrètement retournée et me suis écartée. J'ai ouvert mon sac à main et j'ai sorti mon téléphone. Sur l'écran, l'icône de ciel étoilé est apparue. Une petite icône que j'avais cachée dans un dossier privé que Michel ne connaissait même pas. J'ai appuyé dessus. Il y a 3 ans, après le décès de mon mari Thomas, j'ai trouvé quelque chose qu'il m'avait laissé. Quelque chose que j'hésite encore à appeler un actif. Thomas était un ingénieur aérospatial qui avait travaillé plus de 40 ans chez Ciel Étoilé Airways. J'ai toujours pensé qu'il n'était qu'un cadre intermédiaire. Mais dans un coffre-fort de banque, à côté du certificat de décès, se trouvait un dossier prouvant que je détenais la participation majoritaire dans Ciel Étoilé, la deuxième plus grande compagnie aérienne privée de France. Thomas avait écrit dans une lettre « Si un jour quelqu'un te traite avec condescendance, souviens-toi que tu n'as besoin de personne pour t'accorder un siège. L'avion t'appartient. » Je n'avais jamais pensé que j'aurais à l'utiliser. Jusqu'à maintenant. Mon doigt a glissé sur l'écran. Une icône s'est allumée. Contactez Victor Lang, PDG de Ciel Étoilé. Une invite automatique est apparue. Protocole A12 initié. Confirmez l'identité du propriétaire. J'ai appuyé sur « Oui ». Mon cœur battait si fort que je pouvais presque l'entendre. Une tonalité douce a retenti. Vérification réussie. J'ai regardé la piste où le soleil scintillait sur le fuselage, portant le logo de Ciel Étoilé. Ma compagnie aérienne. Quelle ironie. Je me suis dit qu'il s'apprêtait à voler sur mon avion, à être servi par mes employés, à siroter du champagne acheté avec mes dividendes, et à continuer de croire que j'étais un fardeau pour eux. Je me suis assise à un siège près de la fenêtre, à côté de la porte d'embarquement, et j'ai regardé les files de gens passer. Une petite fille blonde riait pendant que son père la soulevait et embrassait la joue de sa mère. Cette scène m'a serré la poitrine. J'avais eu un Michel comme ça. Un garçon qui courait vers moi, les yeux brillants, criant « Maman !» chaque fois que j'apparaissais à la grille de l'école. Je me suis demandé quand ce garçon était devenu un homme qui ne pouvait plus croiser le regard de sa mère. Solange a tiré sur le bras de Michel, sa voix basse mais autoritaire. « Allons-y, l'embarquement commence !» Michel a regardé en arrière, ses yeux m'ont effleuré une seconde. Un regard rapide, lourd, qui ressemblait à des excuses trop minces pour être prononcées à voix haute. Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête. Alors qu'il passait à la porte, le haut-parleur a retenti. Les passagers du vol Ciel Étoilé 218 à destination de La Réunion sont priés de se préparer pour le départ. J'ai regardé l'avion rouler vers la piste, et dans ma poitrine, la chaleur de la douleur s'est refroidie en quelque chose de froid et de clair, comme de la glace, mais qui n'était plus faible. J'ai rouvert l'application et j'ai vu que Victor avait répondu « Nous avons reçu le signal. Souhaitez-vous une annonce spéciale sur le vol CE 218
Madame Avery? J'ai souri pour moi-même. Oui, Victor? Faites savoir au capitaine que la propriétaire de Ciel étoilé surveille ce vol et que j'aimerais envoyer mes salutations à 3 passagers très spéciaux. J'ai posé le téléphone et me suis adossée. Dehors, les moteurs grondaient. La lumière a traversé la vitre. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre, le visage d'une femme de 64 ans, fatiguée, mais avec un regard étonnamment calme. Certains moments n'ont pas besoin d'une réplique bruyante, juste d'un sourire tranquille et d'un renversement de situation déjà en train de s'élever dans le ciel. Alors que l'avion décollait, j'ai murmuré intérieurement. « Thomas, tu vois, je suis toujours là. Et cette fois, ils n'oublieront pas mon nom. » Cette prise de conscience, cette froide détermination, n'était pas née en un instant. Elle était le fruit de nombreuses années de petites coupures, de silences pesants et de compromis unilatéraux. Un long apprentissage de l'effacement de soi que j'avais confondu avec l'amour maternel. La gentillesse, je le réalisais maintenant, n'était pas une monnaie d'échange pour le respect. C'était une qualité que l'on devait d'abord s'accorder à soi-même. Assise là, dans le terminal aseptisé, je sentais un nouveau pouvoir s'installer en moi. Un pouvoir non pas de vengeance, mais de rectification. Il ne s'agissait pas de leur faire du mal, mais de leur faire comprendre la géographie réelle de leur monde. Une carte sur laquelle mon nom n'était pas une note de bas de page, mais une capitale. L'annonce du capitaine ne serait pas un acte de représailles, mais un simple énoncé des faits, une vérité qu'ils avaient choisi d'ignorer pendant trop longtemps. Je repensais à toutes les fois où j'avais minimisé mes propres désirs pour accommoder les leurs, les anniversaires que j'avais passés seuls parce qu'ils étaient trop occupés, les traditions familiales que j'avais maintenues vivantes seules pour qu'elles soient finalement balayées par les nouveaux projets de Solange. Chaque concession avait été une petite mort, un rognage de mon territoire personnel jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un minuscule îlot de solitude. Aujourd'hui, je réclamais mon continent. Je n'avais pas besoin de crier. Le vrombissement des moteurs de l'avion portait ma voix bien plus loin que n'importe quel cri de colère aurait pu le faire. Mon cœur, qui avait trébuché quelques minutes plus tôt, battait maintenant à un rythme régulier et puissant, le métronome d'une nouvelle ère. Je n'étais plus la spectatrice de ma propre vie, attendant une invitation qui ne viendrait jamais. J'étais la propriétaire du théâtre, du spectacle et de tous les sièges. Et le rideau était sur le point de se lever. 3 semaines avant ce matin à l'aéroport, je croyais sincèrement que ma vie tournait une page. Je me souviens, c'était un vendredi après-midi. Dehors, une bruine fine tombait sur Lyon. Des gouttes glissaient sur le cadre de la fenêtre, reflétant la douce lumière jaune de la lampe de bureau que j'allume quand je lis. Je me préparais une tasse de tisane à la camomille quand le téléphone a sonné. Le nom de Michel s'est allumé. Mon cœur s'est serré. Il n'appelle que si c'est important. « Maman !» dit-il, d'une voix inhabituellement enjouée. Solange et moi prévoyons des vacances en famille. Cette fois, avec toi. Nous voulons que tu viennes. Je suis restée figée quelques secondes, peinant à y croire. Vraiment, Michel? Après toutes ces années? Il a ri au téléphone. Vraiment, la Réunion, l'océan, le soleil, un bel hôtel. Tu as besoin de sortir un peu? Je veux que tu sois heureuse. Cette phrase m'a noué la gorge. Cela faisait si longtemps que Michel n'avait pas dit qu'il voulait que je sois heureuse. J'ai répondu, la voix tremblante. J'adorerais venir. Merci. Merci. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée là, le téléphone contre ma poitrine, des larmes coulant sans que je m'en aperçoive. Dehors,
La bruine continuait, mais à l'intérieur de moi, une chaleur se propageait comme la lumière du soleil. J'ai posé ma tisane, j'ai ouvert le placard et j'ai sorti la vieille valise du grenier. La valise bleue était poussiéreuse du dernier voyage que Thomas et moi avions fait en Alaska, il y a près de 10 ans. Je l'ai dépoussiérée et j'ai souri. Nous repartons, Thomas. Ce soir-là, je suis allée sur Internet pour trouver des chaussures de marche matelassées avec des semelles souples pour que mes talons ne me fassent pas mal. J'ai lu une pile d'avis, j'ai choisi la paire blanche et j'ai ajouté un foulard en soie à imprimer tropical au panier. Je me suis imaginée marchant sur la plage, les cheveux soulevés par la brise, Michel souriant, Solange discutant. Tout semblait si paisible. Le lendemain, un texto de Solange est arrivé. Même par écrit, son ton avait cette note froide et plate. « Maman, avant de partir, pourrais-tu nous aider à arroser les plantes du balcon et à garder un œil sur quelques colis? J'ai peur que les livraisons se perdent. Merci d'avance. » Je l'ai relu plusieurs fois, avant de partir. J'ai souri, légèrement confuse. J'irai avec eux, je ne resterai pas. Puis je me suis dit qu'elle s'était probablement mal exprimée. Je ne voulais pas avoir de mauvaises pensées. Je ne voulais pas faire éclater cette fragile bulle de joie. J'ai répondu gentiment. « Bien sûr, je vais aider, mais s'il te plaît, envoie-moi l'heure de départ pour que je puisse faire mes bagages en conséquence. » La conversation n'a montré qu'un « vu ». Pas de réponse. Je me suis apaisée. Elle est probablement occupée. Je cherche toujours des raisons de me sentir plus légère. C'est une habitude des mères qui ont trop aimé. Le lendemain, j'ai acheté une robe d'été corail. La vendeuse a dit que la couleur convenait à ma peau et me faisait paraître plus jeune. Je l'ai cru. J'ai pris une photo et l'ai envoyée dans le groupe familial. Solange a répondu avec seulement 2 mots. Ça a l'air bien. Pas d'émoji, pas de compliment. Et Michel n'a pas répondu du tout. Un petit vide s'est glissé en moi. Puis j'ai trouvé une autre raison. Il est en réunion. Solange est occupée à planifier. J'ai choisi de faire confiance, comme toujours. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à me préparer. Je suis passée à la pharmacie pour des vitamines et des médicaments contre le mal des transports. J'ai tout trié dans de petits sacs. J'ai acheté de petits cadeaux. Un parfum à la bergamote pour Solange, une chemise en lin pour Michel, une poupée créole pour ma petite fille Léa. Je voulais que tout le monde soit heureux pour que ce voyage n'ait aucune distance. Un après-midi, j'ai rendu visite à ma meilleure amie, Jeanne Dubois, veuve comme moi. Quand je lui ai parlé du voyage, ses yeux se sont un peu plissés. « Est-ce que Solange t'a appelé pour t'inviter elle-même? » « Non, c'est Michel qui l'a fait. » « T'a-t-elle dit quelque chose depuis? » J'ai reçu un texto me demandant d'arroser les plantes et de réceptionner des colis. Mais c'est peut-être une confusion. Jeanne a secoué la tête et a posé une main sur mon épaule. « Hélène, écoute. Solange essaie toujours de tout contrôler autour de Michel, y compris toi. Elle redéfinit la famille d'une manière qui t'exclut, et tu ne le vois pas encore. » Je suis restée silencieuse. Je savais qu'elle pouvait avoir raison, mais je ne voulais pas le croire. J'avais vécu trop longtemps avec la distance. Maintenant qu'une petite porte s'était ouverte, je voulais la franchir, même si cela pouvait être un piège. Je pense qu'elle a changé, ai-je dit doucement. Jeanne a soupiré. Je l'espère. Ce soir-là, je me suis assise sur mon lit et j'ai réécouté le message de Michel. Cette fois, avec toi. J'ai écouté encore et encore, en souriant. Une seule phrase suffisait à me faire oublier tous les doutes. Je voulais croire que mon fils était encore ce petit garçon, simplement influencé by his wife. Une mère veut toujours croire le meilleur,
même quand son cœur connaît déjà la vérité. J'ai de nouveau envoyé un texto à Michel. S'il te plaît, rappelle-moi l'heure du vol pour que je puisse réserver un taxi à l'avance. Je suis impatiente. Message envoyé. Pas de confirmation de lecture. Un jour a passé. Puis 2. Toujours rien. Le 3e soir, Solange a appelé. Sa voix était égale et donnait l'impression qu'elle lisait des notes. « Salut, maman. Le voyage est tout organisé. J'ai envoyé l'itinéraire par email. S'il te plaît, vérifie. » J'ai demandé. « À quelle heure partons-nous » ? Je t'enverrai les détails plus tard. « Oh, et pourrais-tu réceptionner un colis Amazon demain » ? J'ai mis ton nom comme destinataire. J'ai souri, crispé. « D'accord, Solange. Merci. Tu es la meilleure. » Sa voix était douce comme le miel pour masquer l'amertume. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de la maison silencieuse. J'ai passé ma vie à faire de cet endroit un foyer pour ma famille, et pourtant, de plus en plus, je me sentais comme une locataire. Malgré tout, je ne voulais pas penser au pire. J'ai continué à me préparer. 2 semaines avant le voyage, j'ai sorti la valise au soleil et j'ai tout emballé avec soin. Je suis allée au salon de coiffure, j'ai coupé les pointes sèches et j'ai teint mes cheveux. Châtain. Thomas disait que cette couleur me donnait l'air d'un thé de l'après-midi. Ce jour-là, je me suis tenue devant le miroir et je me suis vue sourire. Vraiment, pour la première fois depuis des années, je croyais que les choses iraient bien. Je croyais que Michel me tiendrait la main comme avant. Je croyais que Solange pourrait apprendre à être gentille. J'ai même écrit une petite carte. Merci de me laisser venir, avec tout mon amour, maman. Prévoyant de la laisser sur la table de l'hôtel à notre arrivée. La nuit avant le départ, j'ai à peine dormi. J'ai refait ma valise pour la 3e fois et j'ai ajouté des madeleines faites maison, les préférées de Michel. J'ai écouté la pluie sur l'auvent et je me suis sentie pleine d'espoir. Je me souviens m'être murmuré, avant d'éteindre les lumières, « Demain, Hélène, enfin, ton fils a de nouveau besoin de toi ?» Je n'avais aucune idée que le lendemain matin, à la porte B12, les mots « Vous n'allez nulle part » mettraient fin à cette croyance et marqueraient le début d'une personne différente en moi, qui n'avait pas été éveillée depuis 64 ans. Je me suis réveillée à 5 heures du matin ce jour-là, avant le réveil. Lyon était encore sombre, la brume épaisse comme un rideau. J'ai allumé la lumière de la cuisine et j'ai préparé du café. L'odeur a rempli la maison vide. Tout était prêt depuis la veille. La valise près de la porte, le passeport dans mon sac à main, le billet électronique imprimé, les chaussures blanches neuves qui attendaient de marcher. J'ai regardé la cuisine et j'ai murmuré « Thomas, nous allons enfin voir l'océan avec notre fils. » À 7 heures, j'ai appelé un taxi. Le jeune chauffeur a ouvert la portière et a dit joyeusement « Aéroport, madame ? Vous partez en vacances ? Vous avez l'air excitée. » J'ai souri, essayant de cacher ma nervosité. « Oui, des vacances en famille. » Le ciel était terne ce jour-là, ni ensoleillé, ni pluvieux. Le gris drapait tout, des rues mouillées à la vitre de la voiture qui reflétait mon visage. Le visage d'une femme de 64 ans, essayant de croire qu'elle avait encore une place dans l'histoire de son propre enfant. Quand je suis arrivée à Lyon-Saint-Exupéry, j'étais en avance de près d'1 heure. J'aime être en avance, je l'ai toujours été, pour pouvoir respirer, regarder les gens et imaginer la destination. J'ai roulé ma valise jusqu'à l'enregistrement de Ciel étoilé. Des lumières blanches brillaient sur le sol poli. Les haut-parleurs égrenaient des noms à un rythme régulier. Je me tenais là, le cœur partagé entre la nervosité et la joie, imaginant notre première soirée à la Réunion, un dîner en famille, le bruit des vagues,
Michel racontant une histoire en riant, Solange versant du vin, et moi, assise tranquillement, heureuse d'être près. 2. Je rêvassais quand je les ai vus. Solange est entrée la première, robe blanche jusqu'aux genoux, veste en lin crème, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil surdimensionnées. Ses cheveux étaient relevés en un chignon haut, des mèches captant les lumières de l'aéroport. Elle se déplaçait comme quelqu'un sur le point d'embarquer sur un yacht privé, pas sur un vol commercial. À côté d'elle se trouvait Michel, tirant une valise noire, en pantalon kaki et polo bleu océan. Quand il m'a vue, Michel a tressailli, puis a forcé un sourire. « Maman, tu es en avance !»« Bien sûr, » ai-je dit. « Je ne veux pas rater le vol. » Solange m'a jeté un rapide coup d'œil de haut en bas, un mince sourire aux lèvres. « Tu es mignonne, maman, comme une vraie touriste. » Je ne savais pas si c'était un compliment ou une pique. J'ai juste souri, sur le point de dire quelque chose, quand Solange s'est tournée vers l'agent d'enregistrement. « Excusez-moi, je dois reconfirmer la liste des passagers pour le vol CE 218 à destination de La Réunion. » Solange Avry, Michel Avry et Marie Collet. J'ai entendu chaque mot, surtout le dernier nom, Marie Collet. J'ai froncé les sourcils. Solange, qui est Marie Collet? Elle ne m'a toujours pas regardée, répondant platement. Ma tante. Elle vient avec nous. J'ai eu un petit rire confus. Et moi? Je n'étais pas de ce voyage? Solange s'est retournée, le sourire disparu. Maman, je crois que tu as mal compris. Tante Marie a besoin de vacances, et l'hôtel à La Réunion a des chambres limitées, donc tu comprends? Sa voix était mielleuse, mais glaciale. Michel est intervenu, la voix faible et hachée. Maman, en fait, ce voyage a beaucoup d'activités. Randonnée, bateau, beaucoup de déplacements. Si tu venais, tu serais probablement épuisée. Alors, nous avons pensé qu'il serait préférable que tu restes à la maison. Je me suis tournée vers mon fils. Ses yeux ont évité les miens, glissant comme quelqu'un qui a peur d'être vu. J'ai gardé ma voix stable. Depuis quand je ne fais plus partie de votre famille? Personne n'a répondu. Tout ce que j'ai entendu, c'est le cliquetis de l'imprimante à billets. L'agent a tendu une feuille de papier à Solange, d'un ton professionnel. Voici le nouveau billet de Mademoiselle Collet. L'ancien nom sera annulé. Solange l'a pris et a hoché la tête. Merci, c'était rapide. Elle s'est tournée vers Michel. Allons-y, l'embarquement va commencer. J'ai regardé tout cela comme si je me voyais être effacée de leur vie. Un simple trait d'encre noire me transformant en une étrangère. Je me suis reculée contre une colonne, essayant de cacher mon visage brûlant. Les gens passaient en flot. Rônasses de valises, bavardages, rires. Personne ne savait qu'une mère venait d'être exclue du voyage pour lequel elle avait compté les jours. Michel s'est approché, la voix basse. « S'il te plaît, ne sois pas fâchée, maman. D'accord? Solange s'inquiète juste que tu sois fatiguée. Je t'emmènerai en voyage une autre fois. » Je l'ai regardé, l'homme adulte que j'avais autrefois consolé après une chute de vélo. Le garçon que j'avais porté sur mes épaules lors des premiers jours de neige. Tu donnes l'impression que je suis un fardeau. Il n'a rien dit. Le silence s'est étiré jusqu'à m'étouffer. Solange a appelé d'un ton sec. « Michel, dépêche-toi, ils embarquent. » Il a hoché la tête, puis s'est éloigné sans un mot de plus. Je suis restée là, écoutant ses talons frapper le sol, chaque pas sec comme le martèlement d'un verdict. Leurs ombres ont disparu derrière les portes vitrées où d'autres passagers faisaient la queue pour le contrôle. Je me suis assise et, les mains tremblantes, j'ai ouvert mon sac à main. Une partie de moi voulait pleurer. L'autre partie se sentait si vide que je ne pouvais plus rien ressentir. Les mots de Jeanne résonnaient dans ma tête.
Solange redéfinit la famille pour t'exclure. Maintenant, je comprenais. Elle ne m'excluait pas seulement d'un voyage. Elle me voulait hors de la vie de mon fils. Je me suis adossée et j'ai fermé les yeux. Le visage de Thomas m'est apparu. L'homme qui m'avait dit un jour « Si quelqu'un essaye de te faire oublier ta valeur, souviens-toi de qui tu es. » J'ai expiré. Et à ce moment-là, tout s'est éclairci. Je n'avais pas honte. Je ne me sentais pas humiliée. Au lieu de cela, une lumière froide et stable a parcouru mes veines. J'ai plongé la main dans mon sac à main et j'ai sorti mon téléphone. Mon doigt a glissé vers l'application Ciel étoilé que Thomas m'avait configurée avec un accès spécial, quelque chose que je n'aurais jamais pensé avoir à utiliser. Sur l'écran, canal propriétaire, Victor Lang. J'ai appuyé. L'écran a vibré. Une fenêtre de discussion s'est ouverte. J'ai tapé. Activer protocole A12. 3 secondes plus tard, une réponse. Reçu. Confirmer identité propriétaire. Hélène Avry. J'ai appuyé sur confirmer. Mon cœur battait fort. Pas de peur. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en contrôle de ma propre vie. J'ai rangé le téléphone, je me suis levée et je suis sortie de la foule. J'ai marché lentement, sans me presser, roulant légèrement ma valise. Personne ne m'a regardé et je m'en fichais. J'avais passé toute ma vie à mettre tout le monde à l'aise. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne plaire à personne. J'ai trouvé un coin tranquille, près d'une grande fenêtre. Je me suis assise et j'ai regardé la piste. Un avion de ciel étoilé attendait. Je savais que c'était le vol CE 218 pour La Réunion. Leur vol. La lumière s'est reflétée sur la vitre et est tombée sur mon visage. J'ai souri pour la première fois depuis que j'étais entrée. Un sourire tranquille. Pas de tristesse, juste de la certitude. J'ai bu une gorgée d'eau, j'ai pris une inspiration et je me suis dit doucement « D'accord, Hélène, à partir de maintenant, tu n'es plus l'invitée. Tu es celle qui donne les ordres. » Quand les haut-parleurs ont annoncé le départ imminent, j'ai su que le jeu avait commencé. Mais contrairement à ce qu'ils pensaient, ce plateau de jeu m'appartenait. Je me souviens du dernier après-midi de Thomas comme si c'était hier. Une rare lumière du soleil lyonnais filtrait par la fenêtre de notre chambre, déposant une lueur chaude et mielleuse sur ses cheveux argentés. Il tenait ma main, des mains tannées par une vie passée avec le métal, maintenant sèche et légère comme une feuille. « Tu t'en sortiras si je pars le premier, » dit-il, la voix rauque mais ferme. « Je sais que tu es plus forte que tu ne le penses. » J'ai ri en essuyant mes larmes. « Comment puis-je être forte sans toi ?» Il a simplement secoué la tête. « Tu verras, j'ai tout préparé. Attends juste le bon moment. » C'était la dernière fois que j'entendais sa voix. 3 jours plus tard, il est décédé dans son sommeil. Sans lutte, sans douleur, comme s'il était simplement entré dans une autre pièce. Après les funérailles, quand tout le monde était parti, je me suis assise à notre table et j'ai fixé la chaise vide. Pendant 42 ans, Thomas était assis là, avait dîné, raconté des histoires de l'atelier et grogné que je mettais trop de sucre dans son café. La maison sans lui semblait incroyablement vide. Je suis restée assise jusque tard. Puis on a frappé à la porte. Le facteur avec une enveloppe brune. Pas d'adresse de retour. L'écriture a fait sursauter mon cœur. Pour Hélène, à ouvrir quand tu seras prête. Je l'ai ouverte les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une petite note de l'écriture soignée et penchée de Thomas. Si un jour tu te sens rabaissé, poussé loin de la table, ouvre le coffre numéro 218 à la banque Crédit Lyonnais. Le code est notre date de mariage. Et souviens-toi, Hélène, parfois pour être respectée, tu dois leur rappeler qui a acheté la table. Sous la note se trouvait une carte en métal gravée de mon nom et d'une autre ligne. Ciel étoilé, A12.
Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. J'ai pensé que c'était un compte d'épargne que Thomas avait laissé. 3 jours plus tard, je suis allée à la banque. Le directeur a reconnu le nom de Thomas et m'a conduite dans une salle privée. Le petit coffre s'est ouvert d'un clic. À l'intérieur, il n'y avait ni argent liquide, ni bijoux, mais un dossier épais et une autre enveloppe. J'ai ouvert la deuxième lettre, plus longue, détaillée, de sa propre main. Ma chère Hélène, si tu lis ceci, je suis probablement partie. Je sais que tu ne te soucies pas de la richesse, mais j'ai besoin que tu comprennes. J'ai discrètement construit une fondation pour que tu n'aies jamais à baisser la tête. En 40 ans, chez Ciel Étoilé Airways, je n'étais pas seulement un ingénieur de maintenance. J'ai commencé à acheter des actions dans les années 80 et je suis progressivement devenu un actionnaire majoritaire. Je l'ai gardé secret parce que je ne voulais pas que Michel le sache et en vive. Il doit apprendre à se débrouiller seul. Toute la propriété t'a été transférée, la seule personne en qui j'ai confiance. Tu trouveras les confirmations, les procurations et une ligne directe vers le PDG, Victor Lang. Je leur ai demandé de mettre en place un protocole d'urgence, A12. Quand tu le déclencheras, ils sauront que tu veux affirmer ton contrôle ou intervenir dans n'importe quelle opération de Ciel Étoilé. Je ne sais pas quand tu en auras besoin, mais je crois qu'un jour, quand quelqu'un oubliera ta valeur, tu te souviendras de cela. Avec tout mon amour, Thomas. Je suis restée assise, figée, pendant un long moment, après avoir lu. Cela semblait irréel. Thomas, l'homme simple en chemise usée, qui conduisait une vieille Peugeot 205, était l'actionnaire majoritaire de l'une des plus grandes compagnies aériennes de France. J'ai parcouru le dossier. Transfert d'actions, procuration, liste d'actifs, signature notariée, tout était légitime, clair. À la fin se trouvait la carte de visite de Victor Lang avec une note « Appelez pour vérification ». J'ai composé le numéro. Une voix calme et profonde a répondu « Bonjour, Madame Avery. On m'a dit que si vous appeliez, cela signifiait que le moment était venu. Nous avons organisé une réunion privée chez Ciel Étoilé une semaine plus tard. Je ne l'oublierai jamais. Victor, environ 50 ans, grand, le regard vif, respectueux, m'a tendu un dossier. Tout ce que M. Thomas a dit est vrai. Vous détenez 51%. À partir de maintenant, Ciel Étoilé est sous votre contrôle. J'ai laissé échapper, presque paniqué. Je ne connais rien à la gestion d'une compagnie aérienne. Victor a souri. Il le savait, madame. Il savait aussi que le vrai pouvoir ne réside pas dans les opérations quotidiennes. Il réside dans le fait de savoir quand parler. Je suis rentrée chez moi à moitié hébétée. J'avais l'impression que Thomas était encore là, me guidant. J'ai commencé à lire, non pas comme une veuve curieuse, mais comme quelqu'un qui apprend la seconde vie de son mari. J'ai appris les bases, les actions, les procurations, les finances. Chaque soir, je lisais jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Je voulais comprendre le monde qu'il avait gardé silencieux pour que je puisse tenir bon le moment venu. 1 mois plus tard, Victor est venu chez moi. Nous nous sommes assis dans le salon, sous notre photo de mariage. Il a revérifié la propriété avec des papiers mis à jour et a installé une application propriétaire senior. Elle me permettait de suivre les vols en temps réel, de vérifier les itinéraires et surtout de contacter la direction à tout moment. J'ai demandé « Pourquoi Thomas a-t-il caché cela pendant tant d'années ?» Victor a répondu « Il m'a dit quelque chose de spécial. Hélène ne doit le savoir que lorsqu'elle a besoin de le savoir. Quand on la poussera de la table, elle réalisera qu'elle peut acheter tout le restaurant. » J'ai ri, à la fois triste et fière. C'était bien Thomas, des mots légers porteurs d'un long plan. À partir de ce moment-là, je suis restée discrète. Je n'en ai pas parlé à Michel et certainement pas à Solange.
j'ai vécu de la même manière. Pension, courses, orchidées, église. Tout le monde supposait que j'étais une veuve de la classe moyenne. Je ne les ai pas corrigés. Peut-être que Thomas voulait que je reste cachée pour qu'il montre qui ils sont avant que je ne réponde. Je n'ai ni affiché ma richesse, ni dépensé. Mon compte courant semblait modeste, mais chaque fois que j'ouvrais l'application Ciel étoilé et que je voyais des lignes à 7 chiffres bouger, je me souvenais des mots de Thomas. Le pouvoir, ce n'est pas l'argent. C'est ton silence jusqu'au bon moment. Parfois, Victor envoyait des rapports, des revenus, de nouveaux itinéraires, des dividendes. Je ne m'en suis pas mêlée. J'ai regardé et j'ai attendu. De temps en temps, en discutant avec Jeanne, je plaisantais à moitié. Si quelqu'un me manque de respect, j'achèterai l'aéroport. Jeanne riait. Pas besoin de l'acheter, Hélène. Fais-leur juste savoir à qui appartient la piste. Cette phrase m'est restée en tête pendant des mois. J'ai commencé à changer, pas plus riche, mais plus certaine, plus calme. Je n'avais plus peur d'être oubliée parce que je savais que mon existence était liée à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. Et puis, ce matin à l'aéroport de Lyon, quand Solange a froidement rayé mon nom et que Michel a regardé le sol, j'ai réalisé que le bon moment dont parlait Thomas était arrivé. Toute sa vie m'avait préparé à cette seconde. Quand j'ai tapé « Activer protocole à 12 », je ne déclenchais pas seulement une autorité légale. J'ouvrais l'héritage d'un homme qui avait prévu un avenir où j'aurais besoin de rappeler au monde qu'Hélène Avery n'est pas dépendante. Elle tient les ailes du ciel, même qu'il traverse. J'ai regardé le vol CE 218 de Ciel étoilé se préparer à rouler. Chaque tour de roue, chaque note de moteur me semblait être Thomas souriant de quelque part. « Tu avais raison », ai-je murmuré. « Maintenant, c'est mon tour. » Je me suis adossée dans le salon de l'aéroport, le téléphone à la main. De l'autre côté, Victor Lang a répondu en moins de 2 minutes. « Confirmé. Vol Ciel étoilé 218 à destination de La Réunion. Départ à 10h25. Passagers, Michel Avery, Solange Avery et Marie Collet. » J'ai lu le message, mon rythme cardiaque lent et régulier. Chaque pièce s'emboîtait parfaitement, comme Thomas l'avait prévu. J'ai tapé « Activer salutation ». Spécial. Victor a répondu presque instantanément. « Quel modèle souhaitez-vous, Madame Avery ?» J'ai tapé chaque mot comme une déclaration. Ciel étoilé souhaite chaleureusement la bienvenue à Madame Hélène Avery, propriétaire de la compagnie aérienne. Nous sommes fiers de vous servir aujourd'hui. Une courte salutation, un système de sonorisation, et tout le ciel a basculé. Je n'avais pas besoin de crier, pas besoin de pleurer. J'avais juste besoin qu'ils entendent qui possédait vraiment ce ciel. Et vous, si vous étiez à ma place à ce moment-là, que feriez-vous? Resteriez-vous silencieux ou vous assureriez-vous qu'ils entendent votre nom, comme je l'ai fait? Une pause, puis un autre message. Le capitaine Rivera confirme. Exécution de l'annonce de présence du propriétaire à bord. J'ai inspiré. Tout était fluide et propre. Pas de cris, pas de preuves à fournir, juste un ordre. Je me suis déplacée vers une autre porte d'embarquement avec un moniteur pour actionnaire. Sur mon téléphone, j'ai ouvert le flux cabine, la fonction spéciale propriétaire qui permet d'écouter l'audio public de la cabine. J'ai mis mes écouteurs, je me suis adossée, les yeux calmes. La voix d'une femme est parvenue, chef de cabine, polie comme toujours. Bienvenue à bord du vol Ciel étoilé 218 à destination de La Réunion. Je pouvais imaginer Solange inclinée dans son siège, un sourire suffisant, commandant un vin blanc. Michel à côté d'elle, les yeux rivés sur son téléphone, évitant le regard de sa femme, et tante Marie occupée à prendre des photos pour les réseaux sociaux,
exhibant les vacances de la famille Avery. Quelques minutes tranquilles, les moteurs ont commencé à ronronner. À 10h28 précise, la voix du capitaine a retenti dans les haut-parleurs, basse, claire, autoritaire. « Bonjour mesdames et messieurs. Ici, le capitaine Rivera. Avant le départ, nous aimerions adresser une salutation spéciale à madame Hélène Avery, propriétaire de Ciel Étoilé Airways, qui nous a soutenus tout au long de notre croissance. C'est un honneur de vous servir aujourd'hui. » Il a fait une pause. Puis, la musique signature de la compagnie aérienne a retenti, polie, familière, scintillant dans mes écouteurs. J'ai fermé les yeux. Dans mon esprit, j'ai vu le visage de Solange se figer en classe affaires, son verre de vin s'arrêtant en l'air. Michel se tournant, troublé, les lèvres bougeant sans émettre de son. Tante Marie, la femme qui avait pris ma place, demandant « Attendez, qui est la propriétaire ?» Un sourire a effleuré mes lèvres. Pas un sourire victorieux, mais le sourire de quelqu'un qui a enduré toute une vie et qui a finalement vu la justice sans passer par un tribunal. Dans mes oreilles, des chuchotements se sont élevés, des passagers murmurant, quelques applaudissements. L'hôtesse a dit quelque chose sur la sécurité, mais j'avais cessé d'écouter. J'ai retiré les écouteurs et j'ai laissé les sons se dissoudre. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Premier texto de Michel. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent de dire ton nom dans les haut-parleurs. » Un deuxième, quelques minutes plus tard. « Maman, tu plaisantes? Solange dit que ça doit être une erreur. » Puis Solange. « Maman, il doit y avoir un malentendu. Je pense que la compagnie aérienne s'est trompée de nom. Ne créons pas de confusion pour la presse. » Ce petit emoji m'a fait rire. De la douceur jusqu'au bout de l'amertume. J'ai tapé un seul mot, plus tard, et j'ai désactivé les notifications. Un membre du personnel de Ciel Étoilé a appelé, d'une voix professionnelle. « Madame Avery, l'annonce du propriétaire a été exécutée. Le capitaine vous envoie ses salutations. Avez-vous des demandes pour les passagers spéciaux ?» J'ai regardé par la vitre l'avion qui roulait sur la piste. Une légère pluie a commencé, de minuscules gouttes s'étalant sur la vitre transparente. J'ai parlé lentement. « Oui, je veux que chaque service de la classe affaires sur ce vol soit étiqueté « offert par HA », du vin et des repas au salon de l'hôtel à l'arrivée. Et assurez-vous qu'il sache qui est HA. » L'agent a semblé légèrement surpris, mais est resté calme. « Oui, madame. Nous nous en occupons immédiatement. » J'ai raccroché et je me suis adossée sur mon siège. Au loin, le moteur a commencé à prendre de la vitesse, le son s'approfondissant et devenant plus fort. L'avion a lentement décollé du sol, emportant avec lui 3 personnes qui pensaient pouvoir décider de ma place dans cette vie. Dehors, le ciel plombé a commencé à se déchirer par endroits, révélant quelques traînées de lumière flottante. La pluie continuait de tomber, mais plus fine maintenant, plus douce. Je suis restée assise, regardant l'avion jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point argenté dans les nuages. Un étrange calme s'est répandu en moi, comme si le poids de toutes ces années de silence et d'endurance s'était évanoui à ce moment-là. Pas de colère, pas de jubilation, juste de la légèreté, assez légère pour que je puisse entendre mon propre rythme cardiaque, lent et régulier. Une femme d'âge moyen à côté de moi a remarqué mon sourire et a demandé doucement « Sur quel vol êtes-vous ? Vous avez l'air si heureuse. » J'ai secoué la tête et j'ai souri. « Je ne vole pas. J'accompagne juste quelques parents. » Elle a hoché la tête et n'a pas posé plus de questions. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai roulé ma valise vers la sortie. Derrière moi, les annonces de l'aéroport continuaient de bourdonner, appelant les vols et les noms des passagers. J'ai traversé la foule, sentant tout le bruit fondre derrière moi. Dehors, la pluie s'était calmée.
L'air sentait l'asphalte mouillé et portait une brise fraîche et propre. J'ai ouvert mon parapluie et j'ai marché lentement jusqu'à la station de taxi. Des lumières tamisées scintillaient sur le trottoir, comme des traînées de vieux souvenirs. Un taxi s'est arrêté et le chauffeur a incliné la tête. « Où allons-nous, madame ?»« À la maison ?» ai-je dit doucement. Puis, j'ai fait une pause. J'ai réfléchi un instant. « Non, au café de l'Aurore, rue de la République. » Il a hoché la tête et la voiture a avancé. J'ai regardé par la fenêtre. Lyon défilait en arrière, les bâtiments s'estompant dans la brume. À l'intérieur, il n'y avait plus le vide laissé par l'abandon, seulement le sentiment que pour la première fois depuis des années, je pouvais me voir me tenir droite. J'ai ouvert mon téléphone et je suis retournée sur l'application Ciel étoilé. Sous la liste des vols, une petite ligne est apparue. Vol CE218, statut, en vol, accusé de réception propriétaire, terminé. Juste en dessous, une note interne est apparue. Surclassement courtoisie classe affaires sous directive HA. J'ai appuyé sur la ligne, puis j'ai éteint l'écran. Pas besoin d'en voir plus. C'était suffisant. Thomas disait toujours « La justice d'une personne intelligente, c'est de faire en sorte que celui qui a eu tort entende votre nom dans le haut-parleur. » Maintenant, je comprenais. Dehors, la dernière goutte de pluie a glissé de la vitre de la voiture et à l'intérieur de moi, une autre sorte de pluie a également pris fin. J'ai levé les yeux. Le ciel était toujours gris, mais il ne semblait plus lourd. J'ai souri faiblement et j'ai murmuré « Tu vois ça, Thomas ? Je n'ai pas besoin de voler haut. J'ai juste besoin qu'il sache à qui appartient ce ciel. » Le temps que je rentre à la maison, la pluie lyonnaise s'était arrêtée. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les stores, formant des traînées dorées sur le parquet. La maison était silencieuse, comme si elle écoutait. J'ai accroché mon manteau, posé la valise près du canapé, et je suis allée directement dans la chambre. L'armoire en chêne était toujours là, comme quand Thomas était en vie. Je l'ai ouverte et l'odeur familière s'est échappée. Le vieux savon, le pull en laine qu'il portait dans le jardin quand il réparait la tondeuse. J'ai caressé du bout des doigts la maille grise, légèrement boulochée, et c'était comme toucher un souvenir. Toutes ces années, j'avais pensé que si je perdais Thomas, je ne pourrais pas continuer. Mais debout devant l'armoire maintenant, je savais qu'il était toujours là, non pas pour que je pleure, mais pour que je choisisse. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste dit doucement, comme une promesse. Je partirai, Thomas. Mais cette fois, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. J'ai quitté la pièce, je me suis préparé un thé au gingembre, puis j'ai appelé Jeanne. « Jeanne, je veux aller quelque part, » ai-je dit quand elle a décroché. « Où ça ? À la Réunion pour pourchasser ? L'avion de Solange ?» a-t-elle plaisanté. J'ai ri. « Non, je veux partir, mais pour moi-même, sans personne pour me suivre. » Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit doucement « Alors, tu as enfin commencé à vivre pour de vrai. » Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Victor Lang. Il a demandé une réunion en ligne pour présenter les nouveaux résultats financiers trimestriels et une proposition d'expansion. J'ai accepté. À l'écran, Victor parlait de son ton régulier. « Madame Avery, Ciel étoilé se prépare à lancer des liaisons européennes. Le conseil d'administration souhaite que le nom de l'actionnaire majoritaire soit associé au projet. Il vous demande de confirmer ou de déléguer. » J'ai regardé les chiffres, les revenus, les dividendes, les graphiques de croissance. Je connaissais peu l'aspect technique, mais je comprenais le poids d'une décision mieux que quiconque. J'ai dit « Envoyez-moi les documents, je signerai. » 1 heure plus tard, le fichier électronique est arrivé dans ma boîte de réception. J'ai signé de mon nom, Hélène Avery,
d'une main ferme, comme si je fermais un chapitre et en ouvrais un autre. Victor a souri, la voix légère mais touchée. Thomas a toujours dit que le jour où vous signeriez votre premier document serait le jour où Ciel étoilé aurait vraiment une âme. Je pense qu'il avait raison. J'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre, scintillante de la lumière tardive, les nuages dérivant lentement. Non, Victor. Aujourd'hui, c'est le jour où j'ai commencé à avoir une âme. Après la réunion, j'ai demandé à Ciel étoilé de programmer une formation de niveau exécutif sur la gouvernance des compagnies aériennes pour les propriétaires. Non pas pour diriger l'entreprise, mais pour comprendre le monde dans lequel mon mari avait vécu. Je ne voulais pas seulement hériter. Je voulais être digne. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai regardé notre photo de mariage jaunie. Mon sourire de 22 ans était encore éclatant, et Thomas me regardait avec une aisance absolue. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau compte bancaire. Le fonds Second Souffle. Ce petit fonds avait un but simple, aider les femmes de plus de 60 ans. Celles qui étaient rejetées, oubliées ou traitées comme un fardeau par leur propre famille, à prendre un second souffle dans la vie. Un début modeste, mais je savais qu'il grandirait. Pas seulement par l'argent, mais par le sens. J'ai écrit dans la description du fonds. Personne n'est trop vieux pour mériter le respect. Personne n'est trop en retard pour recommencer. Quand j'ai terminé, je me suis sentie plus légère, comme si des couches de lourdeur dans ma poitrine étaient doucement débouclées. Le lendemain matin, j'ai décidé de tout changer. Je suis allée au magasin de téléphonie, j'ai acheté un nouvel appareil et j'ai changé de numéro. J'ai quitté le groupe de discussion familiale sur l'ancien téléphone et j'ai mis en sourdine les notifications de Michel et Solange. Je ne les effaçais pas de ma vie, mais j'avais besoin de faire taire le bruit qui m'avait usé. J'ai ouvert une nouvelle liste de contacts. Juste quelques noms. Jeanne, Victor, mon cabinet d'avocat et un agent de voyage. J'ai réglé une sonnerie douce, j'ai ouvert mon calendrier et j'ai fait des projets. C'est là que j'ai décidé que si j'avais passé ma vie à attendre que les autres m'invitent, à partir de maintenant, je m'enverrais les billets à moi-même. J'ai ouvert une carte. Mes yeux se sont arrêtés sur Paris, un endroit dont Thomas et moi avions rêvé, mais que nous n'avions jamais vu. De Paris, une ligne vers Venise, puis Kyoto, Santorin, et enfin Sedona, la terre de roches rouges, en Arizona, où les couchers de soleil brûlent comme une promesse. J'ai appelé l'agent de voyage. J'aimerais réserver un tour du monde, départ dans 2 semaines, un passager. L'agent a demandé « Quelle classe de cabine souhaitez-vous, madame ?» J'ai souri. « Classe affaires, offert par HA. » Nous avons tous les deux ri. Je savais que j'entrais dans un nouveau chapitre. Un chapitre où il n'y avait plus de place pour demander la permission. Ce soir-là, Jeanne est passée avec une bouteille de vin rouge. J'ai entendu dire que tu allais faire le tour du monde. J'ai hoché la tête et j'ai versé 2 verres. Oui, et j'ai besoin d'une compagne, au moins pour la première étape. Jeanne a éclaté de rire. Alors, ce sera Venise. Je peux prendre 2 semaines de congé. Je veux te voir descendre d'un avion avec le soleil sur ton visage et pas une once de tristesse. J'ai trinqué avec elle, ma voix tremblante, chaleureuse. Merci, Jeanne. Tu m'as toujours vue, même quand je ne pouvais pas me voir moi-même. Cette nuit-là, après le départ de Jeanne, je me suis tenue devant le miroir de la salle de bain. La lumière chaude encadrait un visage avec des rides autour des yeux et de l'argent dans les cheveux. Mais le regard dans mes yeux était différent. Quelque chose que j'avais perdu il y a des années et que j'avais enfin retrouvé. La vitalité. J'ai regardé assez longtemps pour que les larmes viennent, non pas de chagrin, mais de gratitude. J'avais vécu toute ma vie pour les autres.
Maintenant, pour la première fois, je vivais pour moi. J'ai gardé l'ancien téléphone dans un tiroir. Le voyant de notification clignotait. Je l'ai ouvert. 10 appels manqués de Michel, 3 messages vocaux de Solange. Le premier était de Michel. Voix tremblante. « Maman, je suis désolée. Je ne savais pas. Je ne pensais pas que tu serais blessée comme ça. J'avais peur de me disputer avec Solange. » Le second était de Solange, essayant de paraître douce. « Maman, je suis désolée. C'était un malentendu. Je ne savais pas que la compagnie aérienne dirait ton nom comme ça. » S'il te plaît, ne sois pas fâché, d'accord? Je les ai tous écoutés, puis je les ai supprimés. Pas par colère, juste parce que je n'avais plus besoin d'explications. Certains chapitres sont mieux fermés en silence. Je suis sortie sur le porche. Le dernier parfum de jasmin embaumait l'air. Lyon, la nuit, semblait inhabituellement calme. J'ai levé les yeux. Les nuages se sont écartés pour révéler une poignée de petites étoiles. Demain, je passerai au bureau de ciel étoilé, signerai les papiers du second souffle, puis je rendrai visite à un tailleur pour quelques nouvelles tenues. Rien de tape à l'œil, juste assez pour me sentir belle à ma façon. J'ai pensé à Thomas. S'il était là, il dirait « Tu as piloté le plan de vol depuis le début. Tu ne le savais tout simplement pas. » J'ai souri et j'ai posé une main sur mon cœur, murmurant « Tu avais raison. Je ne survis pas seulement. Je vole. » Dans le miroir, cette femme me regardait en retour. Cheveux argentés, yeux brillants, épaules droites et un sourire paisible. Plus la mère rayée d'une liste, plus la veuve endurante. Mais Hélène Avry, qui est passée de l'endurance à l'action, du silence à la voix, du passé à elle-même. Paris m'a accueillie avec l'odeur des croissants, le cliquetis des chaussures sur les trottoirs humides et des fenêtres débordant de géraniums. Je suis arrivée un matin de début d'automne, juste après la pluie, l'air ayant un goût de beurre fondu. Mon petit hôtel de la rue Saint-Germain n'était pas luxueux, mais la chambre du 3e étage avait un balcon donnant sur la Seine, assez proche pour entendre l'eau et sentir le froid s'insinuer dans mes cheveux argentés. Le premier jour, je suis allée à l'orangerie. Dans la salle ovale, les nymphéas de Monet enveloppaient les murs, des bleus et des violets doux respirant avec les spectateurs. Je suis restée immobile. Toute ma vie, j'avais pleuré de douleur, de perte et de blessures. Cette fois, mes larmes ont coulé pour une raison différente, parce que j'avais le droit d'être heureuse, le droit d'exister sans excuse. Je me suis assise sur un banc en bois sous la lumière tamisée. Une jeune femme à côté de moi a demandé en français « Ça va, madame ?» J'ai souri et répondu en anglais « Je vais bien. J'apprends juste à respirer à nouveau. » Ce soir-là, j'ai dîné seule au bord du fleuve, vin blanc et saumon grillé. Quand le serveur l'a posé, j'ai pris une photo et l'ai envoyée à Jeanne. Je viens de dîner avec moi-même et je ne me suis pas sentie seule. Elle a répondu presque instantanément. Tu es en train de vivre, Hélène. À Venise, j'ai retrouvé Jeanne. La ville semblait être un rêve se fondant dans l'eau. Nous avons loué un petit appartement près de la place Saint-Marc, et chaque matin, nous regardions les gondoles glisser, des chansons flottant dans l'air. Un après-midi, un commerçant a essayé de me vendre un foulard en soie au triple du prix. J'ai souri et secoué la tête. Non, Grazie. Dire non était facile, mais à l'intérieur, c'était comme une libération. Pendant des années, je n'ai pas su dire non. J'acceptais tout pour maintenir la paix, pour éviter les ennuis, pour ne déranger personne. À Venise, j'ai appris à dire non à la voix dans ma tête, celle qui disait que j'étais vieille, que ce que je faisais n'avait plus d'importance. Je lui ai dit non, puis j'ai ri en entendant ma voix résonner dans une ruelle étroite, se mêlant au clapotis de l'eau. Jeanne a souri. « Tu sais, Hélène, non.
est l'un des plus jolis mots de l'âge adulte. J'ai hoché la tête. Et peut-être le mot que nous, les femmes, passons une vie à apprendre à dire. Kyoto était un autre monde. Les feuilles d'érable viraient au rouge, les temples étaient baignés d'orange et d'or. J'ai séjourné dans un ryokan où l'on m'a appris à m'incliner à la porte et à dire « arigato » avec un cœur tranquille. Chaque matin, je méditais dans un petit jardin, écoutant l'eau goutter du bambou. Une brise a dispersé quelques feuilles d'érable dans l'étang. J'ai soudain entendu le rire de Thomas, bas, chaud, comme un violoncelle. J'ai fermé les yeux, et pour la première fois depuis des années, je me suis pardonnée d'être restée silencieuse trop longtemps, d'avoir laissé les autres décider de ma valeur, d'avoir confondu l'endurance avec la gentillesse. J'ai parlé doucement, à la fois confession et promesse. Hélène, tu ne seras plus silencieuse. Le dernier jour à Kyoto, j'ai laissé une carte près d'une statue de Bouddha à Kiyomizu-dera. Merci de m'avoir appris que la paix ne vient pas des autres, elle vient de ma respiration. Santorin semblait faite pour la guérison. Le ciel et la mer ne faisaient qu'un. De mon balcon, je regardais les maisons blanches empilées sur la falaise, et je voyais le soleil poudrer l'eau de lumière, comme quelqu'un qui sale des blessures et les recoue avec de l'or. Jeanne et moi, nous sommes assises avec du vin frais. Elle m'a parlé de son mariage de 32 ans, de la trahison, des années d'endurance et d'un divorce tardif à 60 ans. Tu sais, a-t-elle dit, le divorce n'est pas un point final, c'est une virgule avant un chapitre de retour en force. J'ai souri. Tu viens de redéfinir le bonheur, Jeanne. Nous avons trinqué et promis de vivre bruyamment pour le reste de nos jours. Cette nuit-là, j'ai écrit « Je vivais dans les maisons des autres, au rythme de leur cœur. Maintenant, je vis dans mon propre espace et mon rythme cardiaque est le son des vagues. » La dernière étape était Sedona, en Arizona. Rouge, sec, calme comme une méditation. Je l'ai choisi pour faire une pause et écrire. Chaque matin, j'ouvrais la fenêtre et je respirais l'air de grès. Cathedral Rock était juste là. Les gens disaient qu'un vortex le traversait, aidant à trouver l'équilibre. J'ai installé mon ordinateur portable sur le porche et j'ai commencé un guide intitulé « Passeport à 64 ans ». Pas un manuel de voyage, mais l'itinéraire d'une âme pour les femmes plus âgées retrouvant leur liberté. J'ai écrit « Personne n'a à jouer la Sainte Mère pour toujours. Personne n'a besoin de permission pour être joyeux. Et personne ne peut vous déclarer dépassé, sauf vous-même. » Jeanne lisait en sirotant son café. « Tu sais, Hélène, dit-elle, si Thomas pouvait te voir maintenant, il serait si fier. » J'ai souri, les yeux me piquant. « Pas si. Je pense qu'il regarde. » Nous sommes restés une semaine de plus. La nuit, 2 femmes dans la soixantaine s'asseyaient près d'un petit feu, échangeaient des histoires de vie, riaient jusqu'à en pleurer. Sous un ciel rempli d'étoiles, nous avons fait une promesse. Nous ne vivrons plus petitement, pas même un jour de plus. Quand je suis rentrée à Lyon, les médias avaient commencé à prononcer le nom d'Hélène Avery. Un article était partagé en ligne. La discrète propriétaire de Ciel étoilé lance le fonds Second Souffle, aidant les femmes âgées à retrouver liberté et dignité. Je l'ai lu sans fierté, juste avec paix. Pour la première fois, je n'étais pas la mère de Michel Avery ou la veuve de Thomas Avery. J'étais moi-même. Ma boîte de réception s'est remplie de remerciements de partout. Une femme de 67 ans de Floride a écrit « Madame Hélène, votre histoire m'a aidée à sortir d'un mariage malheureux de 30 ans. » Une autre du Texas a écrit « J'ai postulé à nouveau pour un emploi après avoir vu les nouvelles sur le Second Souffle. Merci de m'avoir donné du courage. » J'ai lu chaque ligne. Des larmes légères tombaient.
j'ai réalisé que la vengeance ne guérit jamais comme la liberté. Ce n'est que lorsque vous êtes vraiment libre que les blessures se referment tranquillement. Ce soir-là, je me suis assise à ma table, j'ai ouvert une feuille de papier à lettres et je me suis écrit à moi-même: Hélène, si un jour tu t'ennuies ou te sens seule, souviens-toi que tu as volé un jour. Ne retourne pas à l'ancienne chaise juste parce qu'elle est familière. Cette chaise n'a jamais été la tienne. Le monde est vaste et il y a encore tant d'horizons à respirer. De toi, celle qui a retrouvé le ciel. J'ai plié le papier dans Passeport à 64 ans et j'ai souri. Dehors, la nuit lyonnaise était claire. Un avion de ciel étoilé a traversé ma fenêtre, ses lumières clignotant contre le ciel. Je l'ai regardé et je me suis sentie calme. Je savais que je n'étais plus seulement une passagère. Je tenais la trajectoire de ma propre vie. L'appel est arrivé un lundi matin. Je venais de me verser mon café, la lumière du soleil se glissant à travers les stores et déposant des bandes dorées sur la table de la cuisine. Le téléphone a vibré et l'écran a affiché « Appel international ». Je suis restée immobile quelques secondes. Cela faisait plus de 3 mois depuis ce vol décisif. Je n'attendais plus et je n'étais pas en colère. Il n'y avait qu'un calme tranquille, comme un lac après une tempête. J'ai décroché. La voix de Michel est parvenue, faible et crépitante à cause de la statique. « Maman, je suis désolée. » Je suis restée silencieuse, le genre de silence de quelqu'un qui a entendu trop d'excuses sans action. Il a pris une inspiration, la voix plus tremblante. « Je sais que j'ai eu tort. J'aurais dû dire à Solange que tu faisais partie du voyage. Je n'ai pas eu le courage. » J'allais répondre quand une autre voix a coupé, claire, lisse et froide. « Salut maman, c'est moi Solange. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Nous étions seulement inquiets pour ta santé. Cet itinéraire était vraiment exigeant, maman. Randonnée, bateau, beaucoup d'activités. Je ne voulais pas que tu te fatigues. » J'ai fermé les yeux et j'ai inspiré. La façon dont elle parlait ressemblait à une présentation. Chaque mot enrobé de sucre, avec un arrière-goût amer. J'ai demandé lentement: « Solange, si j'étais pauvre et pas une actionnaire de ciel étoilé, est-ce que vous deux feriez cet appel ?» Un long silence. Je pouvais entendre la respiration de Michel sur la ligne, puis plus rien de leur part, comme si j'avais ouvert une porte qu'ils avaient un peur de regarder. J'ai continué, les réponses étant déjà dans ce silence. « Je ne vous blâme pas. Je vois juste clairement. » Solange a eu un petit rire avec ce ton professionnel qu'elle utilise quand elle veut contrôler la situation. « Et si nous organisions une réunion de famille, maman, pour redéfinir les attentes et mieux nous comprendre? Je pense qu'une réunion nous aiderait à repartir sur de nouvelles bases. » J'ai laissé échapper un petit rire, pas fort, juste un souffle qui a tranché l'air. « Redéfinir les attentes. Tu parles comme si tu dirigeais une entreprise, pas comme si tu parlais à ta belle-mère. » La voix de Solange s'est élevée d'un cran. « Je veux juste que les choses soient professionnelles, pas émotionnelles. » J'ai répondu: « C'est ça le problème, Solange. Les familles n'ont pas besoin d'être professionnelles. Les familles ont besoin d'être vraies. » De l'autre côté, Michel est intervenu, la voix faible, comme s'il avait peur. « Maman, honnêtement, j'aurais dû dire ça il y a longtemps. Solange ne voulait juste pas que tu empiètes sur notre espace. Elle a besoin d'intimité. » Je me suis assise et j'ai gardé ma voix égale. « L'espace de mon fils n'a jamais été pris par moi? Sais-tu de quoi cet espace est fait? Il est construit avec mon cœur. C'est toi qui l'as laissé vide, pas quelqu'un d'autre. » Michel est resté silencieux. Je pouvais entendre une déglutition sèche sur la ligne, puis une longue respiration, comme une supplication sans mots. Solange a de nouveau coupé, sa voix se tendant.
Je pense que tu mélanges les sentiments et le pouvoir. Tu es une actionnaire. Nous le savons. Mais tu ne devrais pas utiliser ça pour nous faire nous sentir petits. J'ai fermé les yeux et j'ai souri légèrement. Non, Solange. Je n'abuse pas du pouvoir. J'apprends les limites. J'avais l'habitude de te laisser franchir toutes les lignes. Ma voix, mon temps, ma dignité. Maintenant, je remets la clôture en place. Ce n'est pas du pouvoir. C'est de la clarté. Elle a fait une pause, puis a eu un rire forcé. Tu sembles avoir beaucoup changé. Oui, ai-je dit, parce que j'ai enfin réalisé que le respect n'est pas négociable. Il n'existe que lorsque les deux parties comprennent sa valeur. Michel a parlé doucement. Je veux juste que tu me pardonnes. Tu me manques, honnêtement. Sa voix m'a un peu adoucie. Michel n'a jamais été cruel, juste faible. Et toute ma vie, j'avais nourri cette faiblesse avec trop de grâce. Je t'ai déjà pardonné, ai-je dit. Mais revenir en arrière, non. Nous ne serons pas l'ancienne version de la famille. Si nous reparlons, ce ne sera qu'en présence d'un thérapeute familial. Je ne veux pas que nous retombions dans la même boucle. Solange a semblé surprise. Tu es sérieuse? Nous avons besoin d'un professionnel juste pour parler à la maison. J'ai répondu doucement. Pas pour me protéger de vous, pour me protéger de ma propre habitude de me réduire. Un autre silence s'est étiré. J'entendais l'océan en arrière-plan. Ils étaient probablement à la réunion. Le vent se mêlait à leur respiration. Puis, Solange a gloussé, à moitié moqueuse. « Waouh, tu es comme le summum de la féministe moderne maintenant. Tu parles comme un TED Talk. » J'ai ri en retour. « Merci, j'aime apprendre. Mais je suis toujours la même personne. Je ne demande juste plus la permission d'être respectée. » Michel a demandé doucement. « Maman, je veux juste savoir, es-tu toujours en colère ?» J'ai réfléchi quelques secondes, puis j'ai répondu honnêtement. « Non, la colère signifie que tu espères encore que quelqu'un changera. Je n'investirai simplement plus d'émotions là où il n'y a pas de retour. » Ils sont restés silencieux tous les deux. Je me suis levée et je suis sortie sur le porche, regardant le ciel clair de Lyon. Les hirondelles volaient bas. La brise portait l'odeur de l'herbe après la pluie. J'ai parlé doucement, presque en un murmure. « Michel, je veux que tu sois heureux, mais le bonheur ne peut pas être construit sur le silence de quelqu'un d'autre. » J'ai été silencieuse assez longtemps, et ça suffit. Puis, j'ai terminé par une dernière phrase. Légère mais ferme. Cette conversation s'arrête ici. Quand vous serez vraiment prêt à parler, non pas pour justifier ou négocier, j'écouterai. J'ai raccroché. L'écran du téléphone s'est éteint, reflétant mon visage et la vitre, calme, stable. Le vent s'est glissé sur le porche, transportant le jasmin du jardin. Je suis restée là un moment, puis j'ai souri. Pas le sourire d'un gagnant, mais le sourire de quelqu'un qui vient de poser la dernière brique de son propre mur de limite. À l'intérieur, la bouilloire a cliqué. J'ai versé une autre tasse de thé, je me suis assise à la table, j'ai sorti « Passeport à 64 ans », j'ai ouvert une nouvelle page et j'ai écrit « Aujourd'hui, je ne me suis pas mise en colère. Je n'ai pas eu de ressentiment et je n'ai pas attendu d'être comprise. J'ai simplement arrêté au bon moment. Le respect n'est pas une marchandise à négocier, c'est une respiration, et je respire profondément. » J'ai posé le stylo et j'ai regardé vers la fenêtre. La lumière du soleil scintillait sur la table comme des ondulations. Je savais que, quelque part là-bas, il parlait, peut-être en colère, peut-être honteux, mais cela n'avait plus d'importance. J'avais fait un autre pas hors du vieux cercle, où les gens appellent ça la famille, mais ne laissent aucune place au respect.
Et en dehors de ce cercle, le ciel était toujours bleu, vaste et à moi. Je suis rentrée à Lyon un jour gris, la pluie tombant légère comme de la poussière de craie. La ville était la même, toujours à moitié éveillée, à moitié rêveuse. Mais moi, non. Dans ma valise, avec mes vêtements et passeport à 64 ans, je transportais une nouvelle version de moi-même, claire, calme et consciente de la valeur de s'arrêter au bon moment. J'avais accepté de rencontrer Michel et Solange, non pas à la maison ou dans un café, mais au bureau d'une avocate qui est aussi thérapeute familiale, Rebecca Hall. Je voulais que la réunion soit guidée par quelqu'un qui puisse séparer les sentiments de la responsabilité, les larmes de l'action. Ce matin-là, je suis arrivée avec 10 minutes d'avance. Le bureau se trouvait dans un immeuble en briques rouges du centre-ville, avec de grandes fenêtres donnant sur un parc. Rebecca m'a accueillie avec un sourire assuré. « Madame Avery, êtes-vous prête ?» J'ai hoché la tête. Je ne suis pas ici pour une réconciliation. Je suis ici pour la clarté. Rebecca a souri. Bien, c'est la seule base pour une paix réelle. Michel est arrivé le premier. Il avait l'air plus mince, les yeux cernés, les cheveux en désordre. Il m'a jeté un coup d'œil, a hésité, puis a dit doucement « Maman ». J'ai hoché la tête. « Assieds-toi, Michel ». À ce moment-là, il n'y avait pas de colère entre nous, juste l'espace vide d'années de non-dits. 15 minutes plus tard, Solange est entrée. Lunettes de soleil, manteau blanc, une confiance comme si elle était là pour un entretien, pas pour une médiation. Elle a parlé rapidement. « Désolée, je suis en retard. La circulation était horrible. » Rebecca a fait un geste vers la chaise en face de moi. « Ce n'est pas grave. Commençons ?» J'ai ouvert mon dossier, la voix calme mais claire. « Aujourd'hui, je veux présenter 3 choses. Les raisons pour lesquelles cette relation s'est brisée. 1. La chronologie des insultes. 2. Le schéma d'exclusion. 3. La manipulation déguisée en ce qui est approprié. » Solange a haussé un sourcil. « Approprié ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Oui. Chaque fois que tu disais « Maman, ce n'est pas approprié », maman serait fatiguée. Laisse-nous décider. Tu dessinais un cercle et tu me poussais hors de celui-ci. Ce n'est pas de l'attention, c'est de l'exclusion calculée. L'énergie de la pièce a baissé. Michel a baissé la tête, les mains jointes. Rebecca est restée immobile, prenant des notes. J'ai continué. Solange, je n'ai pas besoin que tu m'aimes. J'ai juste besoin d'être traitée comme quelqu'un qui compte. Et Michel, je n'ai pas besoin que tu me défendes. J'ai besoin que tu aies une colonne vertébrale. Rebecca a levé les yeux, la voix douce mais ferme. Solange, à votre tour, je veux que vous vous excusiez, sans justification, sans mais. Solange a cligné des yeux, décontenancée. Elle a jeté un coup d'œil à Michel, a expiré et a parlé rapidement. Je suis désolée si tu t'es sentie blessée, mais... Rebecca a levé une main. Non, j'ai dit pas de mais. Réessayez. Solange a pincé les lèvres et a enlevé ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient rouges et ternes, non pas d'avoir pleuré, mais par manque de sommeil. Je suis désolée de t'avoir blessée. Des mots courts, un son lourd. J'ai hoché la tête. Merci, c'est suffisant. Puis j'ai ouvert le deuxième document. Maintenant, les nouvelles règles. J'ai lu lentement, point par point. 1. Je n'assumerai aucune tâche liée à votre ménage, à la garde des enfants ou à la gestion de votre propriété. 2. Toutes les visites seront programmées. Pas de visite impromptue, pas d'appel vidéo à minuit. 3. Personne ne parle pour moi, ne décide pour moi, ou n'utilise mon nom pour des questions financières ou sociales. 4. Si une règle est enfreinte, je mettrai en pause le contact pendant 90 jours. 5. Tout le monde signe,
pour que le respect devienne une action, pas un sentiment. Solange a laissé échapper un rire sec. « Tu transformes la famille en contrat ?» J'ai répondu immédiatement. « Non, je transforme le respect en responsabilité pour qu'il ne soit pas englouti par l'habitude de me mépriser. » Rebecca a fait glisser le papier au centre de la table. Ce n'est pas juridiquement contraignant. C'est un accord moral. Vous pouvez tous les deux signer si vous êtes d'accord. Solange l'a regardé, souriant avec raideur. Michel a baissé les yeux. Après un moment, il a pris le stylo et a signé le premier, sa main tremblant légèrement. « Je ne sais pas par où commencer, mais tu mérites ça. » Solange a hésité, puis a signé aussi. Je n'avais pas besoin de mots. Cette signature, juste de l'encre sèche, était la frontière finale entre le passé et le présent. L'air dans la pièce s'est un peu allégé. J'ai rassemblé les pages et les ai glissées dans mon sac. Michel m'a regardé, la voix rauque. « J'ai choisi le confort plutôt que ce qui est juste, maman. J'avais peur de perdre la paix, mais au final, je t'ai perdu. » J'ai regardé mon fils, l'homme que j'avais autrefois porté dans mes bras, protégé des premières neiges. J'ai parlé lentement, sans reproche. « Tu n'as fait que répéter ce que j'ai fait toute ma vie. Choisir le calme plutôt que la vérité. Maintenant tu sais que le calme n'est pas toujours la paix. » Il a hoché la tête, des larmes coulant. Je lui ai tendu un mouchoir et j'ai dit doucement « Je te pardonne, Michel, mais je n'oublie pas. Le pardon, c'est pour m'alléger, pas pour t'aider à sauter la leçon. » Solange est restée silencieuse, les yeux fuyants. Rebecca a regardé, puis a conclu « Nous ne pouvons pas réparer le passé, mais nous pouvons définir l'avenir. Madame Avery, vous avez fait ce que très peu osent faire, rétablir l'ordre dans une relation qu'ils pensaient intouchable. » J'ai souri légèrement. « Je ne l'ai pas fait pour gagner, je l'ai fait pour ne plus perdre contre moi-même. » La séance s'est terminée. Quand nous sommes sortis, la pluie de Lyon tombait toujours finement. De petites gouttes perlaient sur mes cheveux, froides, mais douces. Michel a ouvert un parapluie, essayant de me couvrir, mais j'ai levé la main. « Pas besoin, mon fils, je veux la sentir. » Nous avons marché lentement sous la pluie fine. Solange suivait, ne disant rien. Je ne savais pas ce qu'elle pensait, mais pour la première fois, elle ne menait pas. Elle suivait. Au garage, Michel s'est retourné et a demandé doucement « Maman, viendras-tu à l'anniversaire de Léa le mois prochain? Pas en tant que grand-mère de quelqu'un, juste en tant que ma mère ?» Je l'ai regardé et j'ai souri. Si tout ce qui est dans l'accord est respecté, je viendrai et j'apporterai un gâteau. Il a hoché la tête, souriant à travers les larmes. Solange est restée silencieuse. Mais j'ai vu quelque chose s'adoucir dans ses yeux. Pas exactement du remords, mais une prise de conscience. Et c'était suffisant. Je me suis retournée et j'ai marché vers ma voiture. La pluie s'est intensifiée, tapotant mon manteau, s'infiltrant dans ma peau. J'ai levé la tête vers le ciel gris pâle de Lyon, l'odeur de la terre humide dans l'air. Peut-être que c'était un nouveau genre de baptême, non pas avec de l'eau bénite, mais avec de la pluie. Personne ne m'accordant de bénédiction, juste moi lavant des années de mépris. J'ai souri, j'ai ouvert la portière de la voiture et j'ai murmuré. « Enfin, Thomas, j'ai mis les choses en ordre, non pas dans leur maison, mais dans mon cœur. » Le ciel a répondu par un tonnerre lointain, bas et chaud. Et à l'intérieur de moi, un chapitre s'est refermé, non pas avec une porte claquée, mais avec le doux son de la pluie. Le printemps suivant, Lyon était plus chaud que d'habitude. Les cerisiers ont fleuri tôt, leurs pétales tombant sur les chemins comme de petites lettres du temps. Je vivais toujours dans la même vieille maison, mais chaque matin au réveil,
le vide avait disparu. Sur mon bureau, au milieu de piles de papier et de cahiers, une petite pancarte indiquait « Second souffle, la seconde respiration du vieillissement ». Le fonds Second souffle s'est officiellement développé 6 mois après son lancement. Jeanne et moi avons transformé mon ancien salon en bureau temporaire avec un mur de photos de femmes du programme. Des mères, des veuves, des enseignantes à la retraite, des ouvrières d'usine et même certaines abandonnées par leur propre famille. Chaque visage était une histoire. Et je savais que lorsqu'elles venaient nous voir, ce dont elles avaient besoin n'était pas de l'argent. C'était d'être entendues. Nous avons commencé avec un programme de mentorat en 3 parties. Finance, juridique et santé mentale. La partie finance leur a appris à gérer leur propre argent de retraite et à éviter d'être exploités ou spoliés. La partie juridique les a guidés sur les droits de propriété, les testaments et comment signaler les abus. Et la santé mentale, c'est là que nous avons pleuré ensemble, ri ensemble, et nous sommes souvenus de rêves qui avaient été mis de côté. Je me souviens encore de la première réunion. Une femme nommée Marlène s'est levée, les mains tremblantes, mais les yeux brillants. J'ai 72 ans et pour la première fois de ma vie, j'ai ouvert un compte en banque à mon nom. Toute la salle a applaudi, puis a éclaté en sanglots. Jeanne s'est penchée vers moi et a murmuré « Hélène, tu n'as pas seulement créé un fonds, tu as lancé un mouvement. » La même année, Ciel Étoilé a financé un programme académique appelé la chaire Thomas Avery d'éthique, de gouvernance et d'héritage humain. Quand Victor m'a demandé de l'inaugurer, je suis restée silencieuse un long moment. « Voulez-vous que son nom soit lié à Ciel Étoilé pour toujours ?» a demandé Victor. J'ai répondu, la voix tendue, mais stable. « Je veux que les gens se souviennent de lui, non seulement comme d'un ingénieur ou d'un actionnaire, mais comme d'un homme qui croyait que l'éthique pouvait aussi être le moteur d'un avion. » La cérémonie a eu lieu dans le hall principal devant des centaines d'employés. Quand la plaque portant l'inscription « Cher Thomas Avery d'éthique » a été dévoilée, j'ai eu l'impression que le ciel dans ma poitrine s'ouvrait. Puis, les invitations à prendre la parole ont commencé. D'abord, de petites conférences dans des centres communautaires, puis des ateliers, des émissions de télévision, et même une conférence internationale sur l'âge et la valeur humaine. Je ne suis pas une oratrice enflammée. Je parle juste de ce que j'ai vécu. Lors d'une conférence à Chicago, j'ai dit à une salle principalement remplie de femmes plus âgées « L'âge n'est pas une raison pour arrêter de vivre. L'âge mesure combien de fois vous vous êtes relevé. » Je pensais que l'acceptation de mes enfants était la ligne d'arrivée. Maintenant, je sais que la ligne d'arrivée, c'est moi-même. La salle s'est levée et a applaudi comme des vagues. J'ai vu Jeanne au dernier rang essuyer ses larmes. Jeanne dirige maintenant toutes les communications pour Second Souffle. Elle transforme les histoires de nos membres en une série de courts documentaires intitulés « La dignité des années tardives ». Chaque épisode tranche dans le vif de la vie réelle. Une femme apprenant à conduire à 68 ans. Une grand-mère engageant une procédure pour récupérer sa maison. Quelqu'un à qui sa belle-fille avait autrefois interdit de sortir, travaillant maintenant comme guide touristique. Après 3 mois en ligne, le nombre de followers a été multiplié par 10. Beaucoup de femmes ont envoyé des messages. « Je pensais être la seule », a dit Jeanne. « Tu vois, Hélène, quand une personne ose le dire, des milliers sont sauvés. » Un matin, en consultant mes emails, j'ai vu le dernier rapport. Ligne d'assistance SOS Famille. 237 appels en seulement 3 mois. Cette ligne d'assistance mise en place par Second Souffle offre aux personnes âgées isolées ou maltraitées un endroit où se tourner. Plus de la moitié des appels venaient m'ennuyer juste pour dire une chose. Je veux que quelqu'un m'entende. Nous les avons mis en contact avec des avocats, des conseillers et parfois
Nous avons simplement envoyé un bon pour un café avec un mot « Vous n'êtes pas invisible ». Un jour, j'ai reçu une invitation d'une équipe de documentaristes. Ils voulaient faire un film intitulé « Le ciel lui appartient » sur mon parcours, de mon exclusion d'un vol à mon statut de symbole de la liberté tardive. J'ai lu la lettre, puis j'ai rappelé. J'accepte, mais à une seule condition. Quelle condition, Madame Avery ? A demandé le jeune réalisateur au téléphone. Respectez les personnages plus âgés. Ne nous transformez pas en inspiration bon marché. Laissez le public voir que les rides ont le droit d'être belles. Le réalisateur est resté silencieux un moment, puis a dit « Je le promets ». Le film a été projeté au Festival du film de Toronto l'année suivante. Je n'y ai pas assisté, j'ai juste regardé en direct. Quand le titre final est apparu à l'écran, dédié aux femmes qui, au lieu de rester au sol, ont appris à redécoller dans leur soixantaine, j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais honorée, mais parce que je savais que Thomas souriait quelque part. Michel a commencé à changer aussi. Il a commencé une thérapie individuelle sur la suggestion de Rebecca, apprenant à prendre ses responsabilités au lieu de simplement s'excuser. Un après-midi, il m'a appelé, la voix calme. J'essaie de te comprendre, maman. Pas pour te faire plaisir, mais pour comprendre pourquoi tu es si forte. Solange a également envoyé une lettre. Sans fioriture, juste ceci. Je suis un cours sur les limites dans les relations. Peut-être que tu avais raison. L'amour n'existe pas sans respect. J'ai fini de lire et je n'ai pas répondu tout de suite. Mais cette nuit-là, j'ai posé une main sur ma poitrine et j'ai silencieusement remercié la vie que le cycle de la douleur ait enfin cessé de tourner. Pendant mes jours libres, j'ai continué à écrire la section étendue de « Passeport à 64 ans ». Le nouveau chapitre était intitulé « La famille n'est pas un endroit où l'on peut rabaisser qui que ce soit ». J'ai écrit « Si quelqu'un utilise l'étiquette « famille » pour vous blesser, souvenez-vous que le sang n'est pas un contrat contraignant. Une vraie famille est un endroit où les gens se traitent avec respect, pas avec endurance. » Quand j'ai terminé la dernière phrase, le soleil de l'après-midi a illuminé le bureau, baignant la page d'une douce lueur. Je savais que j'avais clos une partie de ma vie, non pas avec colère, mais avec gratitude. Un matin, en vérifiant le courrier, j'ai trouvé une enveloppe adressée à la main venant du Kansas. À l'intérieur se trouvait une petite feuille de papier, d'une écriture jeune. « Madame Hélène, merci. Grâce à votre vidéo, j'ai aidé ma grand-mère à sortir de l'abus financier. Elle dit qu'elle veut vivre 10 ans de plus pour pouvoir être sa propre personne une dernière fois. Je pense qu'elle a trouvé son second souffle. Élie, 19 ans. » J'ai tenu la lettre, la poitrine serrée. Dehors, des moineaux pépiaient le long des avantoirs. Je me suis dit doucement, « Thomas, tu vois, ton héritage s'épanouit non pas en argent, mais en dignité humaine. » J'ai placé la lettre dans un cadre et je l'ai accrochée juste sous notre vieille photo. La lumière s'est reflétée sur le verre, scintillant comme des ailes d'argent. J'ai souri, j'ai fermé les yeux et j'ai murmuré « Ce ciel signifie enfin quelque chose. » 2 ans ont passé depuis ce matin pluvieux au cabinet de l'avocate. J'ai 66 ans maintenant. Plus de gris dans mes cheveux, mais des mèches claires et douces comme des fils de lune. Mes vieux amis disent que j'ai l'air plus jeune. Peut-être parce que j'ai cessé de m'efforcer de plaire à qui que ce soit. Je voyage toujours, non pas pour m'échapper, mais pour arriver. Je choisis de courts voyages dans de petites villes françaises. Annecy, Colmar, La Rochelle, puis retour à Lyon. Chaque destination ne signifie plus fuir, mais revenir. Revenir à mon vrai moi, à une vie avec du rythme, de la paix et de la liberté. Un matin d'automne, alors que je prenais un café dans un petit café près du lac du parc de la Tête d'Or, Michel est entré. Ce n'était plus le
Garçon hésitant d'il y a 2 ans, il avait changé. Plus ancré, plus calme. Il a tiré une chaise en face de moi et a souri un peu. « Maman, j'ai réservé une table au vieux restaurant pour le déjeuner. Veux-tu y aller ?» J'ai hoché la tête, mon cœur léger comme une feuille qui tombe. Depuis notre séance de thérapie familiale, nous nous étions vus régulièrement 1 fois par mois, parfois juste pour un café, sans revenir sur le passé. Michel ne s'excusait plus ni n'essayait de prouver quoi que ce soit. Il se présentait simplement. Au déjeuner, nous avons parlé comme 2 adultes. Le temps, le travail, le fond second souffle, le documentaire qui venait d'être rediffusé. Au milieu du repas, Michel a levé les yeux. « Maman, je n'ai jamais dit ça, mais merci de ne pas avoir renoncé à moi. » J'ai souri et j'ai posé ma main sur la table. J'ai seulement lâché ce qui me rend plus petite, Michel. Toi, tu me fais grandir. Il a ri, les yeux brillants derrière ses lunettes. C'était la première fois que je voyais mon fils sans peur. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un texto de Solange. Cours, puis-je te voir? Juste nous deux, pas pour parler du passé. Je veux être honnête cette fois. J'ai hésité. Puis, un après-midi, j'ai accepté. Nous avons choisi un petit salon de thé au bord du lac. Un endroit calme, juste la brise qui déplaçait les rideaux et une pointe de jasmin. Solange est arrivée à l'heure. Pas de lunettes de soleil, pas d'armure de cadre. Elle portait un pull beige, les cheveux attachés bas et simplement. Quand elle m'a vue, elle a légèrement incliné la tête. « Merci d'être venue. » J'ai souri. « Le thé ici est excellent. Tu devrais essayer le thé blanc. » Alors que les tasses étaient servies, elle a levé les yeux, sa voix devenue rauque. « Je veux m'excuser à nouveau, maman, mais cette fois sans condition. » Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardée, sans juger, sans apaiser. Elle a pris une inspiration et a continué. « J'avais peur de perdre mon mari, peur que Michel t'aime plus que moi. Alors, j'ai construit des clôtures de plus en plus épaisses jusqu'à ce qu'elles deviennent des murs. Je pensais protéger mon mariage, mais en réalité, j'éloignais mon mari et je blessais la seule personne qui n'a jamais essayé de me prendre quoi que ce soit. » J'ai posé ma tasse, la voix stable. « Solange, tout le monde a peur, mais la peur ne te donne pas le droit de marcher sur quelqu'un d'autre pour te tenir droite. Plus tu construis de clôtures, plus tu deviens seule dans ta propre maison. » Elle a baissé la tête, les yeux humides. « Je sais, je suis toujours en thérapie. Rebecca m'aide à voir que le contrôle n'est qu'une autre façon de se cacher de l'insécurité. » J'ai hoché la tête. « Bien, continue. Je n'ai pas besoin que tu sois parfaite. J'ai juste besoin que tu sois réelle. » Solange a levé les yeux, le regard sincère. « Je veux recommencer, pas pour réparer mon image, mais pour avoir une relation normale, sans défense. » J'ai souri. « La porte est toujours ouverte, mais le cadre reste. Je t'accueillerai tant que nous comprenons toutes les deux les limites. » À ce moment-là, avec l'odeur chaude du thé dans l'air, j'ai senti quelque chose se détendre. Pas le pardon, mais l'acceptation. Personne n'avait à gagner. Nous devions juste être nous-mêmes. Quand nous nous sommes dit au revoir, Solange m'a serré légèrement dans ses bras. Pour la première fois, ce n'était ni gênant ni transactionnel. Elle a simplement murmuré « Merci de ne pas avoir fermé la porte à clé pour toujours. » J'ai ri. Je l'ai fermée à clé, mais je n'ai pas jeté la clé. Dans les jours qui ont suivi, je suis retournée travailler à Second Souffle. En 2 ans, le fonds a aidé plus d'1 millier de femmes. La moitié d'entre elles n'ont pas seulement repris le contrôle de leurs finances, elles sont revenues à un vieil amour, elles-mêmes. Une femme de 72 ans a ouvert une boulangerie. Une de 65 ans a appris à danser. Une de 80 ans
à divorcer pour voyager librement. Elle nous appelle l'équipe au sol, les personnes qui leur apprennent à décoller sans quitter la terre. Je partage souvent une petite phrase à chaque conférence. Le bonheur, ce n'est pas quelqu'un qui vous retient. C'est de savoir que vous pouvez partir à tout moment sans vous perdre. Cette phrase s'est répandue sur les réseaux sociaux, puis s'est retrouvée en couverture d'un magazine pour femmes plus âgées. J'ai juste souri. Je n'ai jamais eu l'intention d'être un symbole. Je suis simplement une mère qui a appris à cesser d'attendre. Un jour de fin d'hiver, j'ai de nouveau pris l'avion. Numéro de vol CEI 109, de Lyon à Santa Barbara. En entrant en première classe, une hôtesse de l'air a souri. « Bienvenue à bord, Madame Avery. Nous sommes honorés d'avoir la propriétaire de Ciel étoilé avec nous aujourd'hui. » Cela ne m'a pas émue comme la première fois, mais cela m'a réchauffée. Je me suis assise, j'ai bouclé ma ceinture et j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel occidental brillait d'or, des nuages en couche, la lumière du soleil scintillant sur l'aile comme une lame brillante. Les haut-parleurs de la cabine ont retenti, la voix familière du capitaine. Au nom de tout l'équipage de Ciel étoilé, nous tenons à remercier Madame Hélène Avery de nous rejoindre sur le vol d'aujourd'hui. De légers applaudissements ont parcouru la cabine. J'ai souri. Pas un sourire de vainqueur. Le sourire de quelqu'un qui a traversé l'humiliation, la colère et la solitude, et qui se tient maintenant fermement en elle-même, sans plus rien à prouver. L'avion a décollé. Lyon a rétréci sous nous, puis a disparu dans les nuages. J'ai pensé à Michel, à Solange, aux femmes qui étaient venues me voir en larmes. J'ai pensé à Thomas, l'homme qui croyait que je m'en sortirais s'il partait le premier. Et il avait raison. Le ciel ne change pas. Toujours bleu, toujours profond, toujours loin. Mais moi, j'ai changé. Je ne suis plus la femme avec une valise, se tenant silencieuse à l'aéroport, effacée d'une liste. Je suis celle qui a réécrit cette liste avec ma vie. J'ai fermé les yeux, je me suis adossée et j'ai écouté le moteur régulier comme un battement de cœur. À ce moment-là, je savais qu'aucune destination n'importe plus que la paix intérieure. La saison des fruits avait mûri et je goûtais ma propre douceur. En fin d'après-midi, le ciel des Calanques de Marseille portait une teinte de miel pâle, le genre de lumière qui n'apparaît qu'à la fin d'un long voyage. J'étais assise sur le pont d'un petit yacht affrété, un cadeau d'anniversaire que je m'étais fait à 66 ans, et j'écrivais les dernières lignes de « Passeport à 64 ans ». Les pages voletaient dans le vent, le sel et le bois humide se mêlant dans l'air, comme si la mer lisait avec moi. Jeanne était assise à côté de moi, ses lunettes de lecture basses sur son nez, sa voix douce alors qu'elle lisait ma dernière phrase à voix haute. La liberté n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un artisanat que l'on pratique chaque jour. Elle a levé les yeux en souriant, les yeux brillants. « Parfait, Hélène, tu as terminé. » J'ai secoué la tête en souriant. « Non, Jeanne, nous venons à peine de commencer à vivre. » Une brise a soulevé mes cheveux. Le téléphone sur la table a vibré. L'écran s'est allumé. Un texto de Solange. Elle a envoyé une photo d'une table de dîner, des assiettes en céramique crème, des bougies basses et une petite phrase. « Maman, j'ai préparé ce dîner pour toi. J'espère que tu aimeras. On se voit vendredi. » J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Peut-être que pour la première fois depuis des années, j'ai vu de la sincérité dans cette lumière de bougie, pas de la performance. J'ai répondu « Cours, on se voit vendredi, j'apporterai du thé. » Le vent a balayé le pont, transportant le sel et le rythme des vagues. J'ai fermé doucement le carnet, un sentiment chaleureux montant en moi. Plus d'amertume, plus de haine, juste un calme tranquille dans ma poitrine, comme la mer après une tempête. Je me suis adossée
et j'ai levé les yeux vers la nuit qui tombait. Les étoiles scintillaient comme des points, marquant la route que j'avais parcourue depuis la porte B12 ce jour-là, où j'avais été exclue d'un voyage en famille jusqu'à ce moment, assise au milieu de l'océan, redécollant par moi-même. J'ai pensé que, sans cette humiliation, je ne me serais peut-être jamais trouvée. Si je n'avais pas été effacée de la liste, je n'aurais pas su que je pouvais la réécrire avec la force de mon propre respect. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit un email à Victor Lang, le partenaire silencieux de ces années. Victor, je veux lancer la bourse de pilotage. Second souffle pour les femmes de plus de 50 ans qui veulent apprendre à piloter. Aidez-les à décoller, ne serait-ce qu'une fois, pour qu'elles sachent que le ciel est toujours ouvert à nous toutes. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Un léger son a retenti, le clic qui a fermé la porte sur mes dernières hésitations. Jeanne a versé plus de thé, les yeux sur l'horizon. « Thomas te manque toujours ?» J'ai souri, regardant au loin. « Toujours. Mais maintenant, il ne me manque plus avec des larmes. Il me manque en vivant pleinement, comme il le voulait. » Un vent salé s'est engouffré, transportant l'odeur de l'océan, de la liberté et des vieilles saisons qui s'estompent. Je me suis levée et je me suis appuyée sur la balustrade, regardant la lune scintiller sur les vagues. La mer ne pose pas de questions sur le passé, ni n'exige l'avenir. Elle se balance simplement, comme pour dire « Respire, Hélène. Tu es chez toi maintenant. » J'ai fermé les yeux, j'ai écouté le ressac et j'ai senti mon cœur aussi calme que l'eau de l'aube. Toute ma vie, j'ai pensé que le bonheur, c'était quelqu'un qui me tenait la main pendant la tempête. Maintenant, je sais que le vrai bonheur, c'est quand on peut se tenir dans la tempête et sourire. Je suis retournée à l'intérieur, j'ai préparé une petite théière. Une lumière chaude se diffusait dans la cabine confortable. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit des notes de remerciement à ceux qui ont cru en moi. Aux femmes qui ont écrit des lettres, qui ont appelé la ligne d'assistance Second Souffle, qui ont offert un morceau de leur douleur pour que la lumière puisse s'infiltrer. Merci de ne pas avoir abandonné, ai-je écrit. Vos histoires sont la carte qui m'a ramenée à moi-même. J'ai fait une pause, écoutant le thé frémir, l'odeur de jasmin flottant. Je savais que la saison des tempêtes de ma vie était vraiment passée. Cette nuit-là, avant de dormir, je suis sortie sur le pont une fois de plus. La mer était noire et parsemée d'étoiles. J'ai parlé doucement, comme si le vent pouvait le manquer. Thomas, j'ai vécu pleinement comme tu le voulais, et peut-être que demain je vivrai encore plus pleinement. J'ai souri, sachant que chaque voyage, même celui né dans la douleur, peut se terminer dans la lumière si l'on est assez courageux pour continuer à marcher. J'ai siroté mon thé et j'ai regardé la lune étaler de l'argent sur l'eau. Le vent continuait de souffler. Les vagues continuaient de rouler, mais à l'intérieur de moi, tout était calme. Peut-être que la vie est comme un vol, des retards, des détours, des tempêtes, et à la fin, on atterrit toujours là où l'on avait le plus besoin d'être, soi-même. Et si vous êtes toujours perdu dans votre propre tempête, s'il vous plaît, croyez que le ciel ne s'est jamais fermé. Il attend juste que vous leviez à nouveau les yeux. Si vous êtes resté avec moi, jusqu'ici, je vous en suis vraiment reconnaissante. Dites-moi d'où vous regardez. Peut-être d'une cuisine silencieuse, d'un porche en fin d'après-midi, ou juste d'une pause au milieu d'une journée chargée. Parce que parfois, un seul commentaire de votre part peut être une petite lumière pour quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir. Si cette histoire vous a réchauffé ou rendu plus fort, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et restez pour les prochains voyages. Chaque mot que vous laissez, chaque petit geste sous cette vidéo est un battement de cœur partagé,
nous rappelant que nous volons toujours ensemble dans le vaste ciel de ceux qui ont été un jour oubliés, mais n'ont jamais cessé de vouloir vivre.